Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je vais aborder un nouveau composant que je viens tout juste de découvrir, c'est la self de choc. Pourquoi j'aborde ce composant maintenant? Parce que je vais en avoir besoin dans un prochain montage que je voudrais me faire. C'est un récepteur AM à super réaction qui, normalement, permettrait d'écouter la bande aviation, on va dire autour de 120 MHz. Dans le schéma que vous voyez maintenant, la self de choc, elle est ici, elle est spécifiée VK200. Alors une self de choc, en fait, c'est une bobine dont on va exploiter l'effet d'inductance. Quel est son rôle? Son rôle, c'est de filtrer, bloquer les hautes fréquences. On pourrait dire que c'est l'inverse du condensateur. Le condensateur, lui, va laisser passer les hautes fréquences et bloquer les basses fréquences. Et bien là, la self de choc, elle bloque les hautes fréquences et elle laisse passer les basses fréquences, ou notamment le courant continu. Une VK200, ça se présente concrètement comme ça. Alors pour l'instant, moi j'en ai pas, mais on va aller regarder ensemble dans ce que j'ai récupéré en déchetterie. J'étais tombé sur une boîte de chaussures dans laquelle il y avait plein de PCB. On va aller regarder ensemble si des fois je ne peux pas récupérer une self de choc là-dedans. Alors voilà ce que j'avais récupéré, donc je vais tout sortir. Et voilà, je vais regarder si j'ai mon bonheur là-dedans. Après, je sais que j'ai des composants, c'est plusieurs fois les mêmes. Par exemple, là, ces cartes-là, j'en ai 3 pareilles, donc c'est pas la peine que j'en sorte 3. Ça, c'est la même. Voilà. Alors, là-dedans, j'en vois pas. Là non plus. Là non plus. Par contre, il y a plein de composants que je vais pouvoir récupérer, notamment des quartz. Là-dedans, je n'en ai pas non plus. C'est le même, en fait, c'est la même carte. Ouais, ça, c'est les deux mêmes cartes. Donc, j'en aurai pas. Ça fait peut-être un fils de self, mais bon, c'est une bobine. Mais en tout cas, c'est pas ce que je veux. Là, pareil. Là, j'ai un fusible, des relais, peut-être des résistances de puissance, mais là, j'ai rien. Ça, c'est un capteur PIR, donc là, j'en ai pas non plus. Là, j'ai un buzzer. Bon, là, j'aurais rien non plus. Alors là... Ah, ça y est. Là, c'est ça. Elle est ici. Donc, je vais zoomer pour vous la montrer. La voilà, elle est ici. D'ailleurs, on voit que c'est marqué L2. Elle semble faire 2 spires et demi. Je vais voir si je peux zoomer davantage. Voilà, là, on la voit bien. On voit bien ces 2 spires et demi. Donc ce que je vais faire, je vais la dessouder, puis on va regarder ça de plus près. Et voilà, je l'ai enlevée. Voici de près cette VK200. Donc elle a 2 pattes, là elle est traversante, et elle comporte 2 spires et demi qui viennent traverser une petite barre de ferrite, une petite barre qui est percée. Donc ça c'est ce qu'on appelle une VK200. Alors généralement ces selfs de choc VK200 sont donnés pour une impédance de à peu près 700 ohms sur une fréquence de 100 MHz. Et là on parle bien d'impédance donc en courant alternatif. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est mesurer la résistance de cette self, donc tout simplement avec un ohmmètre. Je vais me mettre aux bornes de cette VK200 et mesurer sa résistance en courant continu. Je suis en fonction ohmmètre, je viens déjà tester mes 2 pointes de touche pour voir si c'est tout bon. Donc là il étalonne, et voilà. Donc sans rien, j'ai 0,7 ohms. Et maintenant, si je viens mesurer avec la self, là il trouve 1,6, 1,4, mais tout à l'heure j'étais même descendu à 1,2. Donc on va dire que la résistance de la self est vraiment négligeable en courant continu. En clair, j'ai moins de 0,5 ohms. Ok. Donc maintenant, on va aller mesurer l'inductance de cette bobine. Maintenant, avec le LC-metteur, je vais mesurer l'inductance de la self. Donc je vais me mettre en mesure d'inductance. Voilà. Ensuite, je vais étalonner. Donc je fais toucher les 2 pointes de touche. J'appuie sur le 0 pour initialiser. Voilà, c'est bon, je suis à 0. Et maintenant, je viens connecter les 2 pattes de la self.
Et voilà, c'est ce que je pensais. Il me trouve à peu près 8 microhenries. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Je retrouve à peu près la valeur que j'avais vue sur un site internet concernant ces VK200. Il parlait d'une inductance de 10 microhenries, donc là je suis à peu près à 8. On a vu tout à l'heure son symbole dans les schémas. Une des utilisations très courantes de ces selfs de choc VK200, c'est de les brancher comme ça, tout de suite derrière le plus de l'alimentation. Ainsi, ça va filtrer les parasites haute fréquence des alimentations. Et puis si on rajoute un condensateur, on finit de lisser le courant, car lui va filtrer les basses fréquences, il va lisser le courant. Ainsi, on obtient une alimentation qui sera très propre. Alors là, il pourrait y avoir une bonne question qui serait de dire mais pourquoi rajouter une bobine pour lisser des parasites haute fréquence alors qu'on utilise une alimentation en courant continu? Et bien par exemple, une alim à découpage, quand bien même elle produit un courant continu, elle contient des parasites haute fréquence, et c'est notamment pour ce cas-là qu'on va utiliser une self de choc. Maintenant, on va faire ensemble une petite expérience qui montre l'impédance de la self à haute fréquence. On aura juste besoin d'un montage très simple, un générateur de signaux avec la fonction sweep et un oscilloscope avec 2 voies. Voici le schéma du montage. Ici j'ai mon générateur de signaux. Ici ma self de choc VK200 montée en série avec une résistance de 33 ohms. Ici mes 2 voies de l'oscilloscope. Ici la voie 1, ici la voie 2. Alors attention, je ne peux faire ce montage là avec les 2 voies que parce que j'utilise un générateur sans prise de terre. Si on utilise un générateur avec prise de terre, on ne pourra pas faire comme ça, parce que là ça ferait un court-circuit avec la terre. Mon générateur, je l'utilise en fonction sweep, c'est-à-dire qu'il va générer automatiquement un cycle de fréquence que j'ai défini de 100 Hz à 2 MHz en 13 secondes, de façon à faire afficher sur l'oscilloscope, sur tout l'écran, un cycle de 100 Hz à 2 MHz. La voie 1 lira la tension aux bornes de la self de choc. Ici, j'ai la sonde positive, ici le ground de la sonde. Et la voie 2 viendra lire la tension aux bornes de la résistance. Et c'est là qu'il faut faire attention, il faut inverser le branchement. La sonde de signal, je vais la brancher ici. Et le ground de la voie 2 au même niveau que le ground de la voie 1, de façon à éviter de faire un court-circuit entre les 2 grounds. De cette façon, on verra en fonction de la fréquence quelle tension on a aux bornes de la self et quelle tension aux bornes de la résistance. Et comme tension et impédance sont liées, on pourra en déduire que quand on a une tension importante, on a une grande impédance, et quand on a une tension faible, on a une faible impédance. J'ai mis ma self de choc en série avec une résistance de 33 ohms. J'ai mis une voie de l'oscilloscope, la voie 1 aux bornes de la self, la voie 2 aux bornes de la résistance. J'utilise ensuite mon générateur de signaux pour envoyer une onde sinusoïdale qui va varier de 100 Hz à 2 MHz. Et pour ça, j'utilise la fonction sweep du générateur de signaux. Et voilà ce que ça donne sur l'oscilloscope. J'ai fait un arrêt sur image, un stop. Et on voit très bien qu'à basse fréquence, j'ai aucune tension aux bornes de la self. Donc la self laisse passer tous les signaux basse fréquence. On retrouve toute la tension du signal aux bornes de la résistance. Et puis au fur et à mesure que la fréquence augmente, on voit que la tension aux bornes de la self augmente. Et forcément, par effet inverse, la tension aux bornes de la résistance diminue. Donc là, on est sur la zone de fréquence 100 Hz. Et ici, on est sur la zone de fréquence 2 MHz. Plus la tension aux bornes de la self est faible, plus son impédance est faible. Et plus la tension aux bornes de la self est importante, plus son impédance est importante. Grâce à cette expérience, on a démontré l'impédance nulle de la self à basse fréquence ou très faible et l'impédance élevée de la self à haute fréquence. Et là, je vous montre ce que ça donne en dynamique. La fréquence augmente, elle va de 100 Hz à 2 MHz. Voilà, on a atteint les 2 MHz ici. Donc j'ai fait en sorte de caler la vitesse du sweep avec la vitesse de l'oscilloscope, de façon à ce que j'ai bien toute la plage de 100 Hz à 2 MHz qui prennent la largeur de mon écran. C'est sympa hein, comme expérience. Et maintenant, juste pour le fun, je vais modifier le maximum. Là, le maximum était réglé à 2 MHz. Donc je viens ici, et là, je vais monter à 60 MHz. 10, 20, 30, 40, 50, 60 MHz. Et je reste sur le même temps de 13 secondes. Et maintenant, on va les basculer sur l'oscilloscope.
Et voilà l'image d'un cycle de 100 Hz à 60 MHz. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que très vite, dès les premiers MHz, l'impédance de la self se manifeste, puisqu'on a une tension qui est déjà presque à son maximum dès les premiers MHz. Et puis par contre, à partir de peut-être 45 MHz, on voit que l'impédance de la self va plutôt en diminuant. Alors ça, je pense que c'est peut-être dû à l'effet capacitif de la self. La self aurait une capacité parasite parallèle qui ferait que la tension à ses bornes, donc son impédance, irait par contre en diminuant quand on monterait dans des hautes fréquences. Et ici, on voit la tension aux bornes de la résistance. À faible fréquence, la tension se retrouve toute aux bornes de la résistance, car elle est très faible aux bornes de la self. Et puis dès que la tension aux bornes de la self augmente, donc son impédance, eh bien la tension aux bornes de la résistance va en diminuant. Je vous montre ce que ça donne en dynamique. Début de cycle, 100 Hz. Donc là, c'est pas calé, mais c'est pas grave. Et fin de cycle. Donc on voit bien qu'à partir de 60 MHz, l'impédance va pas mal en diminuant. Mais je ne peux pas monter avec le générateur au-delà de 60 MHz. C'est dommage, ça aurait été intéressant de voir la pente de l'impédance de la self à haute fréquence, à très haute fréquence. Pour terminer, je voudrais faire une dernière expérience avec une alimentation justement à découpage qui serait pourrie et montrer comment une self peut supprimer les parasites. Mais le problème, c'est que j'ai testé toutes les alimentations à découpage que j'ai. Elles ont toutes un signal assez propre en sortie. Donc ce que je vais faire autrement. Je vais me servir de mon générateur de signaux pour ajouter un parasite sur une tension continue. Je le règle sur un offset de 2 volts, un signal parasite d'amplitude de 0,4 volts, et puis là je monte en fréquence à 40 MHz. Alors à l'oscilloscope, j'ai supprimé la composante continue, ce qui fait que je n'ai que le signal alternatif. J'ai un carreau vertical égal 100 millivolts. Donc là on voit bien mon signal parasite que j'ai créé avec le générateur de signaux. Là pour l'instant je n'ai ni ma self de choc ni condensateur. Alors imaginons que ça soit le signal parasité d'une alim. Maintenant je vais venir brancher ma self de choc. La voilà. Donc voilà déjà mon signal derrière la self de choc. Et maintenant je vais rajouter un petit condensateur de 22 microfarad entre le plus de la lime après la self de choc et le moins de la lime. Et voilà. Donc on voit bien qu'effectivement, grâce à cette self de choc et un petit condo, on arrive à filtrer des signaux parasites. Ici j'ai l'arrivée de mon générateur de signaux, le plus, le moins, donc ce qui représenterait le plus et le moins d'une alim. Ici ma self de choc en série avec le plus de la lime. Et puis entre le plus et le moins de la lime, le condensateur. Et ici les deux fils de la voie 1 de l'oscilloscope. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi on retrouve ces selfs de choc un petit peu partout. Regardez ici, sur un cordon audio, ou ici, sur ce cordon USB. Il y en a une sur la USB-A et une sur la USB-C. On comprend que ces selfs de choc viennent filtrer les signaux parasites haute fréquence sur ce genre de liaison. Et c'est pas inintéressant de se rappeler qu'une bobine n'est pas polarisée, donc ça voudrait dire que ces selfs de choc vont pouvoir filtrer les signaux parasites dans les deux sens. Donc y compris des signaux parasites créés par un circuit qui chercherait à remonter à contre-courant. Allez, maintenant vous en savez autant que moi sur les selfs de choc, et moi je vous dis à bientôt pour la suite.